pour ceux qui ne me connaîtraient pas, Guy Côté, je suis conseiller aux membres au sein de l'AQT. Content de vous voir en bon nombre aujourd'hui pour discuter de l'acquisition et la disposition d'entreprises qui sont des leviers puissants qui vous permettent d'alimenter votre croissance. Au cours des différentes présentations aujourd'hui, vous en apprendrez davantage sur les éléments importants à considérer dans le cas d'une acquisition ou d'une disposition d'entreprise en prenant en compte de l'évaluation et le financement liés. Cette présentation sera suivie de breakout room afin de discuter et d'échanger plus en détail sur l'acquisition ou la disposition. Donc, aujourd'hui, on a des invités extraordinaires de pas facile à dire, Ernst & Young, qui, selon leur sujet, vont effectivement discuter soit de la disposition ou de l'acquisition d'entreprise. On va se garder une demi-heure à la fin et vous aurez le choix d'aller vers un breakout room qui discutera un petit peu plus précisément d'acquisition ou encore de disposition. Je tiens à préciser que les présentations seront enregistrées et disponibles par la suite sur notre plateforme YouTube. Aussi, les présentations PowerPoint vous seront envoyées. Par contre, la période de discussion, à la fin, elles ne seront pas enregistrées. Si en cours de route, vous avez des questions, naturellement, je vous invite à les partager dans le chat ou même interrompre au besoin. Si dans le chat, ça va me faire plaisir là, de les faire suivre. Il peut y avoir un petit délai entre le moment où vous tapez et le moment où je pose la question. Vers 11 heures environ, un petit peu avant d'aller dans les breakout rooms, on va vous partager un lien vers un court sondage de 3 questions qui prend à peu près 2 minutes et demie à répondre. Vous comprendrez que pour nous, c'est important que vous y répondiez. Ça nous permet d'améliorer notre offre aux membres, mais aussi de donner un petit peu de rétroaction à nos invités. Des invités extraordinaires, comme je mentionnais tout à l'heure, et sans plus attendre, Fanny et Eric vont tout à l'heure nous parler de l'acquisition. Fanny est associée au sein des services transactionnels à Montréal et elle y est également leader d'industrie pour le secteur des firmes d'investissement privé et de fonds de pension. Elle fait partie du groupe transactionnel qui se spécialise dans les revues diligentes pour acheteurs et vendeurs et elle a également été directrice en transactions chez Ernst & Young pendant près de 4 ans dans la Silicon Valley et à Paris. Alors que Eric est vice-président au sein des services transactionnels. Depuis 15 ans, Eric fournit des services en financement, acquisition par emprunt, recapitalisation de dividendes, financement d'acquisition ou de projets à diverses grandes et moyennes sociétés ouvertes et sociétés à capital fermé de l'Est du Canada. Walid et Sébastien, eux, plus tard, vont nous parler de la disposition. Walid est premier vice-président, conseil en financement chez Ernst & Young Montréal. Il offre des services en matière de fusion, d'acquisition, de désinvestissement et de financement. Il compte plus de 20 ans d'expérience professionnelle en finance, dont 15 dans les domaines des fusions et acquisitions et du capital investissement. Walid a été associé chez Raymond Chabot Grant Thornton, où il a dirigé l'équipe fusion et acquisition, ainsi que directeur général à BMO Partenaires, la division de capital investissement et de banque d'affaires de la Banque de Montréal. De son côté, Sébastien cumule 15 ans d'expérience, dont 10 dans le groupe d'évaluation d'entreprise. Il fournit des services d'évaluation d'entreprise dans des contextes d'investissement, d'achat ou de vente d'entreprise, de relève, de restructuration organisationnelle et de litige. Sébastien conseille également les clients d'Ernst & Young dans des contextes d'achat ou de vente d'entreprise. Donc, sans plus attendre, bienvenue à vous tous et à vous la parole, chers invités. Merci beaucoup, Guy. Yann Lavallée qui parle, tu ne m'as pas présenté, c'est tout à fait normal parce que ce n'est pas moi qui est un des membres clés aujourd'hui. Je voulais juste peut-être prendre un petit 5 minutes là, pour mettre la table entre guillemets. Donc, je suis associé en audit. Moi, c'est moi qui est le leader en fait de l'industrie techno chez EY à Montréal. C'est vrai qu'un Ernst & Young, c'est dur à prononcer. Fait que là, nous autres, depuis à peu près 5 ans, on dit juste EY. On a ramené ça au plus simple possible. Puis, peut-être une petite précision, là, je pense que Walid a eu un empêchement de dernière minute, puis on a plusieurs présentateurs, ça va être partagé à travers les différentes personnes, mais je pense que Walid ne se joindra pas. Donc, peut-être qu'on peut, je pense que tu as très bien expliqué l'agenda, peut-être que Jérôme, on peut aller à la prochaine, peut-être un petit peu au niveau fait saillant, là.
vous êtes dans une industrie qui est choyée. Je pense que le secteur des technos a été en très forte croissance. Ça fait longtemps qu'on le dit. On a l'impression que la croissance s'est même accélérée pour beaucoup d'entre vous durant les derniers 15 mois, durant ces mois de pandémie-là. Donc, ça continue d'être vraiment là, une croissance qui est forte. Puis pour certains sous-secteurs, on peut penser entre autres tout ce qui est logiciel, le fameux SaaS. Donc, le Software as a Service, là, et on a mis sur la diapo Everything as a Service, qui prend une importance auprès de différentes organisations. C'est plus juste les Netflix de ce monde, mais beaucoup d'autres sociétés qui œuvrent dans la santé, qui œuvrent dans différents domaines, qui vont aller vers un modèle comme celui-là. Écoutez, on le voit sur la diapositive, là, dans le PIB mondial, le secteur des technos, donc vos entreprises représentent presque le 5e, ce qui est énorme. J'assistais hier à une présentation où on démontrait que les compagnies de techno ont largement dépassé le reste des compagnies publiques du S&P 500 en ce qui a trait à croissance des revenus puis croissance du market cap, donc de la valeur boursière des dernières années. Les dépenses de TI ne s'essoufflent pas, ça continue d'augmenter. C'est porté par le numérique qui se poursuit, là, les gens qui veulent vraiment prendre le virage numérique. Puis on a vu au Canada et aux États-Unis dernièrement un engouement envers les IPO, premier appel public. Puis je pense qu'aux États-Unis, les SPAC, dont on a entendu beaucoup parler. On a une compagnie québécoise, Lyon, là, qui vient d'être listée en fait aux États-Unis. L'engouement se démarre pas vraiment, ça a explosé complètement. C'est un véhicule pour pouvoir avoir accès au marché public qui est fort. Puis les compagnies en techno en sont, je pense, les grands bénéficiaires à cet égard-là. Donc, si on passe à la prochaine diapositive, donc juste avant que je cède la parole à Fanny, on parle d'AI, on parle de cloud, on parle de numérisation depuis plusieurs années, c'est pas nouveau. Cependant, force est d'admettre que tout n'a pas été réalisé dans ces secteurs-là parce que beaucoup d'entreprises ont l'intention de continuer leur virage dans ces domaines-là. Le taux de croissance au niveau du cloud est estimé à 18,6 d'ici à 2022. C'est des pourcentages très élevés, sachant que beaucoup d'entreprises ont déjà fait le virage. On parle du AI depuis longtemps, mais je pense que l'opérationnalisation, c'est-à-dire le pouvoir utiliser l'AI pour des fins opérationnelles et gestion, pas juste pour avoir un petit peu d'informations. Beaucoup d'entreprises veulent faire ce virage-là. Puis même chose au niveau de toute la numérisation, transformation numérique. Beaucoup d'entreprises l'ont fait. Certaines, dans les derniers 15 mois, ont été poussées à le faire. Tout ça, ça amène beaucoup d'opportunités. Puis c'est un moteur de croissance très fort pour tout le secteur technologique. On le sait que vous faites face à différents défis au long de votre carrière. Donc, je vais laisser Martin peut-être prendre un petit 5 minutes là, avant que Fanny attaque le côté des acquisitions. Oui, merci Yann. Bonjour à tous. Mon nom, c'est Martin Carrière. Je suis vice-président dans le groupe de stratégie en redressement et restructuration. Je suis moins en fusion-acquisition, mais c'est important d'être là parce qu'il y a des situations où on peut être appelé dans du désinvestissement, dans du refinancement, par exemple. Donc, je suis également membre de l'équipe avec Yann sur le groupe de technologie au bureau. Puis, j'ai également participé à une table ronde avec une quinzaine de dirigeants là, à l'AQT en janvier-février sur les flux de trésorerie, cash flow, planification stratégique. Là, donc, une belle table ronde avec plusieurs dirigeants donc, il y a quelques mois. Donc, bien content d'être parmi vous ce matin. Donc, à la page 7 actuelle, en tant que CEO ou CFO, c'est important de prendre les bonnes décisions.
pour la croissance à long terme de votre entreprise ou maximiser le retour pour les actionnaires. Un sondage qui a été fait par EY auprès de 500 CFO à travers le monde, 72% admettent que le processus d'allocation de capital nécessite des améliorations. Donc, il n'y a jamais rien de parfait. Puis même de votre côté, c'est probablement pas parfait, mais même les grandes entreprises veulent continuer à travailler sur cet aspect-là. Est-ce que vous êtes en mesure de réagir rapidement face aux menaces, par exemple, ou aux opportunités? Puis on sait que la dernière année a été riche en émotions puis en rebondissements. Donc, c'est important pour les entreprises d'être capables d'être agiles, d'être habiles de ce côté-là. Est-ce que vous êtes en mesure de prendre des décisions objectives, non biaisées? Pour certains, est-ce que vous êtes en mesure de retourner des fonds aux actionnaires au bon moment, de la bonne manière? Quand on parle d'allocation de capital, c'est en fonction, c'est de bien gérer votre allocation de capital et de bien le planifier. Puis ça débute avec un plan stratégique. Puis qu'est-ce qu'il y a dans votre plan stratégique? Il y a certains exemples ici sur cette page-là. Ça peut venir de la croissance organique, par exemple, que vous planifiez. Ça peut être via des partenariats, alliances. Ça peut être des acquisitions. Également, ça peut être des investissements en CAPEX ou tout simplement remboursement de dette, formation de personnel pour qu'il soit plus agile, versatile. Puis on l'a vu dans la dernière année, d'avoir du personnel agile et ultra important. Puis je peux même faire le parallèle avec nous autres au bureau. Bien souvent, il y a certains groupes, certaines lignes de services qui ont besoin d'aide. Donc on a du personnel qui peut transiter d'un sous-groupe à l'autre pour supporter, pour aider. C'est la même chose dans les entreprises, en technologie ou dans toutes les entreprises. Donc, d'avoir du personnel qui est agile, puis ça passe par la formation, ça peut être dans votre plan stratégique, ou tout simplement d'investir en recherche et développement. Les CFO devraient garder en tête 2 facteurs pour l'allocation de capital pour maintenir une croissance soutenue. Le premier, c'est de balancer les besoins à court terme en ayant un focus sur les investissements à long terme. Donc, pas juste avoir une vision microscopique sur les 3 à 6 prochains mois, mais de regarder aussi à 3 à 5 ans ce que vous voulez faire, ce que vous voulez planifier. Puis, d'inclure toutes les sources et utilisations de capital. Donc, je les ai nommées tantôt, là, mais c'est d'inclure toutes les options puis de regarder chacune des options. Si tu veux aller à la prochaine page, Jérôme. Donc, le graphique ici est intéressant parce que ça présente différents stades d'une entreprise qui passe de création de valeur à récupération de valeur. Évidemment, vous voulez vous retrouver dans la partie gauche du graphique. Puis, même la partie gauche, c'est pas une ligne droite, c'est pas une ligne continue toujours en croissance. Il y a des hauts et des bas. C'est des cycles. Les entreprises passent à travers certains cycles. Ce que vous voulez, c'est que le haut va toujours un petit peu plus haut et que vous soyez en mesure de maintenir une croissance soutenue puis d'augmenter, d'être en mode de création de valeur comme tel. Mais il peut arriver des situations où l'entreprise a une diminution de sa rentabilité, de sa profitabilité. Vous êtes à un point de perte de contrôle. Puis, il y a un point d'inflexion qui est identifié par le X, c'est où à un moment donné, vous traversez la ligne où vous perdez le contrôle de l'entreprise. Donc, avant d'en arriver à ce moment-là, ce que vous voulez, c'est préserver la valeur, évidemment, mais ça peut prendre la forme de différentes actions. Ça peut être une stratégie de réduction de coûts, par exemple, ou de vente d'actifs non performants, de refinancement ou même la vente de l'entreprise avant qu'il soit trop tard. Donc, c'est tous des sujets qui vont être couverts là, par les différents panélistes, mais c'est de garder en tête dans votre plan stratégique là, de vouloir créer ou augmenter la valeur de votre entreprise comme telle pour éviter de se rendre à prendre ces décisions-là ou d'arriver au point d'inflexion. Je vais passer la parole à Fanny. Bonjour tout le monde, Fanny Boucher, associée en stratégie et transactions. Je me spécialise surtout en contrôle préalable, ce que vous allez entendre comme due diligence, QEV. Mais de par mon parcours, là, vous avez vu que j'étais allée à Silicon Valley, j'ai aussi travaillé en M&A pour CGI. Donc, j'ai été exposée à la chaîne de l'acquisition.
Donc, Jérôme, si tu peux peut-être aller à la prochaine slide. Donc, notre partie aujourd'hui, c'est je vais essayer de vous cheminer avec vous sur toute la chaîne de comment on réfléchit une acquisition. Et puis, bon, le secteur des techs, vous avez vu, 4 ans de la Silicon Valley. Même si je suis leader de private equity ici au Québec, j'ai un gros faible pour les entreprises technologiques et je vais faire un aparté pour dire que il y a beaucoup de fonds, des grands fonds, là, je pense à CVC, à TPG, des grands fonds américains qui ont levé des milliards de dollars pour se concentrer leur investissement dans la technologie, ce qui supporte ce que Yann disait, qu'il y a énormément d'intérêt dans le secteur et on voit beaucoup d'activités. Donc, vous êtes ici aujourd'hui parce que vous êtes en train de réfléchir soit à acquérir une entreprise ou peut-être vous êtes rendu à la vente. Donc, moi, je vous parle de l'acquisition. Premièrement, le pourquoi. Quand je parle à mes clients, pourquoi vous voulez acheter cette entreprise-là? Donc, je reviens à la base. Quelle est la stratégie? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous voudriez acheter une entreprise, que ce soit j'ai besoin de personnel qualifié, je veux diversifier mon marché, soit par une offre complémentaire ou que des fois c'est géographique. Des fois, je veux accélérer le développement de ma propre solution, de mes propres services. Donc, c'est complémentaire. Et voyez ça un peu comme une matrice quand vous faites la réflexion. Est-ce que c'est un petit token? Donc, quand même un peu de synergie, facilité d'intégration, ou c'est une acquisition qui est vraiment de type transformation qui va prendre beaucoup d'énergie, d'intégration qui va apporter beaucoup de synergie, qui va prendre beaucoup d'efforts. De l'autre bout du spectrum, de ceux que vous allez vouloir laisser une entité, par exemple, vous achetez quelqu'un aux États-Unis pour avoir une présence là-bas. Est-ce que vous les laissez seuls en stand-alone ou vous allez les intégrer? Donc, tout ça, c'est à réfléchir. Au début, quel genre de transaction vous voulez faire? Parce que ça va dicter tout le reste et toute l'approche. Donc, le pourquoi. Après ça, vous allez discuter avec vous. Vous allez faire, bien sûr, une recherche de marché. Vous connaissez votre secteur, dépendant si vous allez acheter dans votre secteur, donc une intégration verticale. Les conférences ou les événements comme de l'AQT vous permettent de connaître un peu les joueurs. Là, c'est plus difficile de voyager ces temps-ci. Fait que j'arrive à comment qu'on approche une cible. C'est sûr que le fameux terme en présentiel, c'était plus facile de faire certaines approches en virtuel, parfois s'accompagner d'un aviseur pour aider à approcher les cibles que vous avez identifiées. Ça peut apporter une certaine crédibilité, une certaine distance et un certain sérieux au processus. Je reviens au point de qualifier aussi vos cibles. Vous allez avoir fait une liste de cibles. Donc, ça serait très important de faire des catégories A, B, C ou tier 1, 2, 3, n'importe quoi que vous voulez dire, mais vous ne pouvez pas courir tous les lapins en même temps. Faire une acquisition, si vous voulez bien le faire, ça prend du temps, des ressources, puis de l'argent. Donc, c'est comme un projet, pensez-le comme un autre projet, mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire à côté. Là. Si vous décidez d'embarquer, il faut que ça soit fait de façon très délibérée. Donc, soit vous, soit l'aviseur va aller tenter des approches avec la cible s'il y a une volonté de la part de la cible de vendre, de faire un partenariat, une alliance. Encore une fois, je reviens à votre stratégie du début. Pourquoi vous voulez acquérir l'entreprise? Avant d'échanger des informations, vous allez signer une entente de confidentialité. Vous allez, à cette étape-là, vous allez peut-être avoir quelques informations clés ou non. Je reviens encore à la stratégie. Qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de personnel supplémentaire? Peut-être à ce moment-là, vous allez vouloir savoir le nombre d'employés, des salaires moyens, c'est qui les personnes clés, la proportion employés versus sous-contractants. Si c'est dans d'autres marchés, vous allez vouloir connaître un peu plus les clients, la solution. Est-ce que la solution fait du sens? Donc, la façon dont vous allez aborder les prochaines étapes, ça va être selon ce qui est important que vous êtes dit pour vous. Donc, à ce moment-là, vous allez revenir avec la cible avec ce qu'on appelle une expression d'intérêt, un UI,
Des fois, rarement, il y a des prix, ça va être des fourchettes de valeur très larges ou peut-être une méthodologie sur comment évaluer l'entreprise. Sébastien, plus tard, va peut-être vous en parler, mais on voit des multiples de revenus. Dépendant des sous-secteurs, on voit des multiples d'EBITDA, on voit des prix par utilisateur. Donc, j'assume que vous êtes dans des domaines très variés. Donc, chaque transaction est très spécifique à vous. Donc, après ça, est-ce que vous continuez de vous entendre entre les deux parties? Est-ce que ça va bien? Une acquisition, c'est un mariage. Il faut prendre le temps de se courtiser, il faut prendre le temps de se connaître. Ça va bien? Oui, les deux parties voulaient continuer sur les grandes lignes d'un term sheet ou d'une entente. Parfait. Là, on passe à la prochaine étape. Je suis rendue dans la 3e colonne de l'acétate. Alors, là, on va dans le contrôle diligent. Alors, ce qui était important pour vous, là, on va avoir accès à un peu plus d'informations. En fait, et puis là, vous allez pouvoir raffermir le prix, rapetisser la fourchette. Vous allez commencer à penser à la structure. Voulez-vous acheter des actifs? Voulez-vous acheter les actions? Parce que ça va jouer sur la structure, votre propre structure fiscale et la structure fiscale du vendeur. Et ça prend du temps de préparation aussi des deux parties. Au niveau quoi d'autre que vous avez dit que vous voulez regarder, parce qu'au niveau, après ça, vous arrivez avec une LOI qui est souvent va être non contraignante, mais quand même qu'elle va avoir des paramètres beaucoup plus serrés au niveau du prix, au niveau du personnel clé, au niveau du prix. Est-ce que vous voulez payer avec des balances de paiement? Est-ce que vous voulez payer avec une considération future, donc des earn-outs? Donc, on avance dans ce chemin-là. Vous commencez à penser peut-être à votre intégration, bon, à votre structure organisationnelle qui va aller avec ça. Bon, la LOI, est-ce qu'on a une LOI signée? Est-ce qu'on s'entend là, sur les termes plus précis? Ça devient plus sérieux, les LOI. Il y en a qui vont être assez courtes, donc ils vont avoir juste les grands termes, et il y en a qui vont ressembler à des mini-ententes d'achat déjà. Là. Après ça, bien, vous allez aller dans la négociation et la signature. On va aller confirmer les hypothèses. Certains d'entre vous, peut-être qui sont sur l'appel, vous êtes des scientifiques. Donc, tout ce qui est cette portion-là du processus, vous allez aller valider vos hypothèses. Est-ce que ce que j'avais identifié, est-ce que je pensais ce que c'était de la cible, c'est vraiment ça? Il y a des fois, vous allez avoir des bonnes surprises, puis il y a des fois, vous allez avoir des mauvaises surprises. Alors, on va rentrer dans la négociation. Est-ce que c'est le prix qui va changer? Est-ce que c'est la façon de payer qui va changer? Est-ce que vous allez avoir des ententes de confidentialité avec certains employés beaucoup plus larges, beaucoup plus précises que vous pensiez? Est-ce que vous allez penser à mettre faire des indemnités de départ? Ou j'ai même vu des contrats dans votre domaine où on demandait à un certain nombre d'employés de rester pendant X temps. Dépendant, encore une fois, je reviens à la stratégie, qu'est-ce qui est important pour vous? Au niveau opérationnel, est-ce que ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné? Est-ce que le langage, est-ce que les projets pour lesquels vous étiez intéressés sont rendus aussi développés que vous pensiez? Donc là, le diable est dans les détails. Alors, vous allez tout ressortir ça et vous allez réfléchir à, bon, bien, comment qu'on va négocier et qu'est-ce qu'on va négocier. Des fois, ça va être le prix. Des fois, ça va être les conditions légales, les clauses que vous allez négocier pour vous préparer. Vous allez finaliser la structure de la transaction avec vos aviseurs légaux, vos aviseurs fiscaux et obtenir les approbations. Vous allez aussi penser à le plan d'intégration, jour 1, comment on va annoncer, comment on va reprendre le contrôle, ne serait-ce que reprendre le contrôle des comptes de banque aussi au jour 1. Ça, c'est des choses qu'il faut planifier avant la clôture. Donc, Jérôme, si tu veux m'amener à la prochaine slide, je reviens au début. C'est un projet. Faire une acquisition. Donc, pour moi, la gouvernance, pensez-les comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler un PMO, vous pouvez un projet, mais ça prend vraiment du temps dédié de vos équipes si vous voulez bien faire les choses. Donc, pour moi, c'est très important au début. Puis, c'est eux qui vont vous guider, dans le fond, qui vont vous ramener à la stratégie, à qu'est-ce qui est important, à pourquoi on l'achète. Il y a beaucoup d'opportunités dans le marché présentement. Choisissez la bonne. Parfois, la meilleure transaction, c'est celle qu'on ne fait pas. Hein?
Donc, après ça, bon, on a parlé du contrôle préalable, que ce soit opérationnel, parfois il va venir avant. Vous pouvez échelonner je les appelle les workstreams, les chantiers qui sont importants pour vous. Donc, ça peut être opérationnel, après ça peut être les ressources humaines, c'est ça qui est clé. Après, le fiscal, le financier qui peuvent suivre. Vous allez réfléchir à votre préparation jour 1. Communication aux employés, c'est des achats d'actifs. Il faut tout changer les contrats d'emploi, les déductions à la source. Il faut tout préparer ça. Création de valeur. Donc, vous l'achetez pour une raison, cette business-là. Donc, je vous rappelle ma matrice au début, à quel point il y a des synergies, puis où vous voulez vous situer là-dedans. Intégration des activités, des fonctions, je lis ça au modèle opérationnel. Les gens, où ils vont rentrer dans la structure organisationnelle, comment vous allez refaire les processus, parce que des fois, vous allez vous rendre compte, de par votre travail en contrôle, là, quand vous avez fait autour du temps de la LOI avant et après, et qu'il y a des processus qui peuvent être très bons chez la cible. Donc, qu'est-ce que vous voulez garder? Qu'est-ce que vous voulez prendre de chez vous à la place? Dans les technologies, les gens, la qualité des gens, le personnel, extrêmement important, la compétence à la garder. Donc, comment vous allez rassurer les employés jour 1, comment vous allez les motiver avec quelle est votre vision pour ce groupe-là. C'est important de communiquer, surcommuniquer. Et après ça, ben, communiquer votre vision, votre stratégie. Et faire un post-mortem aussi après avoir fait l'acquisition. Qu'est-ce que vous avez bien fait, pas bien fait? Et puis, qu'est-ce que vous changeriez parce que vous avez encore le temps de corriger. Ces processus-là, puis mon collègue Éric qui va reprendre la parole, peuvent prendre en général, vous soyez surpris, entre 3 mois, c'est pas mal les plus rapides et ça peut, en général, peut-être 6 à 9 mois. Je vous dirais c'est la moyenne et les plus longues vont prendre environ 12 mois. Dans le contexte actuel où on ne se voit pas, où on est en virtuel, et puis il y a une certaine improductivité, ce n'est pas le bon mot, je penche plus vers le 6-9 mois. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu des vrais 3 mois du début jusqu'à la fin, là. Tout le monde est plus, il y a plus d'incertitudes, donc le monde veut, les gens, les acheteurs prennent plus le temps de réfléchir. Puis tout ça sous-entend que vous avez du financement. Et puis là, je passe la parole à Éric. Financement, soit toutes sortes de financements bancaires alternatifs, équité. Éric, à toi la parole là, pour continuer sur les stratégies d'acquisition. Merci beaucoup Fanny. Éric Cassel, vice-président de groupe transactionnel. Moi, dans notre équipe à nous, j'ai un gros focus sur le financement. Je fais quasiment exclusivement ça. Donc, dans mon passé, j'ai fait à peu près 7 ans en consultant dans ce domaine-là, mais j'ai aussi passé à peu près 7 ans dans le monde du bancaire, donc avec GE Capital et la Banque nationale en financement corporatif. Donc, j'ai été les deux côtés, une belle appréciation pour le processus à cause de ça. Donc, quand on parle d'acquisition d'entreprise, il faut assurément parler de financement. Souvent, le volet de financement est aussi, sinon plus important que le processus d'acquisition, donc ça que Fanny vient de décrire. Dépendamment quel genre d'acquisition qu'on fait, le processus de financement peut passer d'un processus qui peut être assez simple à quelque chose d'extrêmement complexe. Donc, je vais commencer un peu en vous parlant un peu du processus puis comment ça se déroule. Il y a à peu près 6 étapes. Dans chacune, il y a les différentes choses qu'on doit adresser. Mais si on commence avec l'étape 1, qui est la revue des objectifs de la stratégie et l'établissement de la structure de capital souhaitée. Ça, c'est la partie la plus importante, puis souvent, elle se fait en parallèle avec le processus de M&A. Parce que, quand on parle de processus de M&A, on achète une compagnie, on doit la payer, cette acquisition-là. Donc, il faut réévaluer notre structure de capital pour voir comment on peut payer. Okay? Parce que souvent, donc, on voit dans le domaine des fusions-acquisitions ces jours-ci, il est très compétitif. Donc, les prix sont de plus en plus hauts. Et compléter une acquisition coûte de plus en plus cher. Puis souvent, ben là, il faut leverager notre bilan ainsi que les résultats de la cible pour aller chercher du financement qui va nous permettre de faire cette acquisition-là.
c'est certain que si on fait des petites acquisitions, tokens, des choses qui sont plus petites pour nous, des fois, le financement, c'est moins important. Mais si on fait une transaction qui transforme notre entreprise, qui est aussi grande que la nôtre ou de grosseur similaire, il y a un gros volet de ce côté-là. Donc, les activités qui se passent cette première phase-là, c'est la préparation de la stratégie d'entreprise, c'est le plan d'affaires, les changements opérationnels de l'entreprise et comment on va les combiner. Okay, c'est super important, il faut avoir une vision là-dessus puisque l'entreprise combinée va forcément générer un cash flow. Puis ce cash flow-là, c'est le cash flow qui va nous permettre d'aller chercher du financement. Okay? Il faut développer un modèle financier. Donc, c'est ici qu'on fait toute l'analyse du début jusqu'à la fin. On va reprendre les résultats de la cible, on va prendre nos résultats à nous, on va faire un gros modèle financier avec une structure de capital consolidée. Et après ça, on va commencer à jouer là-dedans pour voir comment de dette on peut mettre, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher du capital subordonné ou dans le cas extrême, on a-t-il besoin d'aller chercher de l'équité. Donc ça, potentiellement, ça serait quoi l'effet de dilution sur la business si on va faire ça, etc., etc. Donc, c'est vraiment le début et la fin du processus en cours parce que c'est là où on décide qu'est-ce qu'on fait. Okay? Puis qu'est-ce qu'on est capable de faire? Parce que si on rentre dans un processus d'achat d'entreprise, puis on dit, OK, compagnie A, je vais vous donner 100 millions ou 25 millions pour votre business, puis après ça, on signe, puis on avance, puis je n'ai pas évalué de mon côté, est-ce que j'ai 25 millions pour le payer? Là, ça va mal aller. Donc, c'est important de faire ce premier point-là en même temps que le processus d'M&A. Puis en faisant ça, mais là, avec les compagnies, on va déterminer la structure de capital optimale. Donc, on travaille ensemble pour déterminer, OK, voici la structure qu'on vise, basée sur l'acquisition et ses résultats, puis le prix qu'on va payer. Et avec ça, on passe à l'étape 2. Donc, c'est la préparation du mémo de financement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toute l'information qu'on a été chercher durant le processus de M&A, ainsi que l'information qu'on a sur notre business, et on prépare un plan d'affaires ou ce qu'on appelle en anglais un Confidential Investment Memorandum. Donc, ça qui va être partagé avec les institutions financières pour les éduquer sur la transaction. Et ce document-là, une fois qu'il est prêt, avec le modèle financier qu'on va avoir bâti dans la première phase, qui va nous avoir aidé à prendre une décision sur la structure de capital, on passe à l'étape 3, qui est la sollicitation des propositions de financement. Donc, avec vous, on choisit un éventail de prêteurs potentiels, que ce soit des prêteurs de dette seulement, ou des prêteurs en subordonné, ou des prêteurs ou des investisseurs en équité. La structure, ce qu'on va déterminer dans la phase 1, va nous aider à sélectionner à qui ce qu'on doit aller voir pour répondre à nos besoins. Avec ça, une fois qu'on les a établis, on partage le mémoire d'investissement et on rentre dans le processus de sollicitation. Donc, avec le modèle et le mémoire d'investissement qu'on va avoir préparé, les investisseurs vont avoir assez d'informations pour nous revenir avec des propositions qui sont généralement un peu plus haut niveau, qui vont nous aider à déterminer, bon, voici l'inventaire des offres qu'on a reçues sur ce qu'on cherchait. Et ça va faire en sorte qu'on va être capable de sélectionner quelques prêteurs ou quelques investisseurs qu'on veut travailler avec. Et avec eux, bien là, on commence à avoir des rencontres parce que comme on a besoin d'un fit avec la compagnie qu'on va acquérir, il faut aussi un fit avec les prêteurs avec lesquels on va faire affaire. C'est super important. Et surtout dans le cas où on va chercher de l'équité, parce que le joueur d'équité, qui va souvent être minoritaire dans cette transaction-là, va faire partie de la famille après. Donc, c'est important d'être en ligne avec ces gens-là afin de s'assurer que la relation dans le futur continue à être amicale et productive. Après ça, une fois qu'on a rencontré les prêteurs, on s'est fait une tête un peu sur les offres. Ça va être un volet, quelle offre qu'ils nous ont donnée, elle est attrayante, et aussi, est-ce qu'on les aime? Okay? C'est quelqu'un qu'on veut voir avec travailler avec, c'est super important. On choisit notre prêteur. Le prêteur principal, des fois, il y en a plus qu'un. Il y a un joueur en équité puis un joueur en dette. Et après ça, bien là, on tombe dans la négociation détaillée d'une term sheet. Donc, et voilà, tu nous as soumis une offre un peu plus haut niveau, apportons à cette offre-là quelque chose de plus concret. Et là, on commence à rédiger le légal et on rentre, on appelle le confirmatory due diligence en anglais, le contrôle préalable et la documentation. Donc, on passe on a des offres, on a choisi nos joueurs à la transition à s'assurer que ces joueurs-là ont complété à 100% leur revue diligente envers vous et la cible. Et on passe d'un papier qui est normalement de 2 ou 3 pages, la term sheet, à un document légal, dans la convention de crédit, convention d'actionnaire, c'est un investisseur en équité,
et on documente tout ça dans le légal. Et ça devient moins un offre, mais plutôt un entente formelle on fait en parallèle ou on fait en collaboration avec les avocats. Donc, ça commence à être plus une section légale. Et nous, chez EY, on vous aide à passer à travers de cette étape-là parce que l'étape de j'ai une offre, c'est une documentation légale pré-signée qui va formaliser les choses. Il y a souvent un mélange qui se passe. Donc, il faut s'assurer que ce qui a été le deal d'affaires qui a été négocié, c'est reflété bien dans la documentation légale. Puis ensuite, on passe à la clôture de financement. Donc, on finalise les ententes de dette et d'équité et on passe à une clôture. Donc, tout le monde signe, etc., pour formaliser la transaction. On a les fonds officiellement qu'on peut ensuite transférer dans le compte de banque des vendeurs pour ensuite clôturer la transaction. Donc, vous voyez que c'est quand même un processus qui peut durer, dépendamment, si on va pour de la dette, ça peut durer 3 mois, 2-3 mois. Avec l'équité, ça prend plus de temps. Donc, si tu penses seulement à ton financement vers la fin de ton processus de M&A, assurément, tu ne répondras pas au délai que tu vas probablement avoir communiqué au vendeur. Parce que c'est très important dans un processus d'M&A. Normalement, il y a beaucoup de compétition. Des fois, on n'est pas tout seul. On a des timelines à respecter. Et c'est pour ça que quand on fait notre processus de financement, il faut qu'il commence tôt. Et il faut aussi s'assurer que personne ne traîne la patte parce que, par expérience, les gens traînent souvent la patte. Donc, il faut les encourager gentiment à aller plus rapidement afin de répondre aux besoins qu'on a, que nous, c'est nos timelines qu'on a mis vis-à-vis les vendeurs. Parce que, comme Fanny a mentionné plus tôt, on soumet des offres, on vise clôturer une telle date. Il faut respecter ça. Parce que sinon, ça engendre des délais. Puis des fois, on peut, dans les cas extrêmes, perdre l'exclusivité qu'on a avec une cible qu'on a signée dans nos ententes. Donc, ça, c'est essentiellement pour le processus de financement. J'ai été assez rapidement. Dans les breakout rooms plus tard, ça me fera plaisir d'en parler un petit peu plus. Puis les technicalités entre aller chercher un joueur d'équité versus un joueur de dette, c'est très différent. Il y a plus de travail à faire. Il y a des travaux de valorisation à faire qu'on pourrait travailler avec Sébastien et son équipe de valorisation pour faire ça. Ça devient compliqué. Mais en essentiel, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Ça peut prendre du temps. Puis il faut bien se préparer quand on fait un processus de buy-side, que si on a besoin de financement, qu'on se prenne d'avance. Voilà. Excellent. En fait, merci Eric et Fanny pour la section acquisition. Comme Yann l'a mentionné, mon collègue Walid ne pourra pas se joindre, à moins qu'il ait pu se joindre depuis. Mais dans le Breakout Room, j'ai Martin Carrière, que vous avez entendu précédemment, qui va se joindre à moi pour discuter de cette étape-là, ainsi que Justin, qui est analyste dans le groupe, qui est présent sur l'appel aussi, donc qui travaille les dossiers de vente d'entreprise, donc qui est impliqué à toutes les étapes du processus. Ce qu'on a pensé vous présenter ici, en fait, c'est les grandes lignes, puis vous pourrez référer, comme on le mentionnait au départ, la présentation va vous être partagée, mais c'est le processus typique, si on veut, d'un mandat de vente d'entreprise. Nous, on peut vous aider à chacune des étapes. Donc, comme Guy le mentionnait au départ, moi, je suis associé délégué à notre bureau de Québec en évaluation d'entreprise. Mon core business peut toucher des entreprises de technologie à divers niveaux. Si on fait le lien avec l'acquisition d'entreprises que Fanny et Eric vous a présenté, peut-être que vous allez avoir besoin d'une répartition de prix d'achat suite à votre acquisition. Donc, c'est certain que je peux vous aider là-dedans. Puis également, les entreprises technologiques en particulier, mais il peut y avoir des réorganisations corporatives à faire parfois pour protéger la propriété intellectuelle, la déplacer vers une autre entreprise. Les autorités fiscales vont vouloir s'assurer que ces transactions-là, en partie liées, se font à la juste valeur marchande. Donc, moi, j'interviens là-dedans. Mais plus lié au processus de vente, si on veut, l'évaluation, moi, ce que je conseille à mes clients, c'est toujours d'y penser en amont, idéalement pas au moment où on est rendu à vendre. Donc, ça peut être une bonne pratique de faire une évaluation peut-être plus sommaire quelques années avant d'arriver à l'étape où les actionnaires pensent vendre l'entreprise. Ça permet d'identifier les indicateurs clés. Fanny l'a mentionné, pour une entreprise technologique, c'est assez large, en fait, dépendamment si vous êtes plus dans le service, si vous êtes une entreprise qui est dans ses débuts, disons early stage acquisition de clients, les métriques d'évaluation ne seront pas les mêmes. Donc, de faire un vrai exercice approfondi d'évaluation peut être très utile. On n'est pas nécessairement dans le multiple typique de BAYA qu'on entend beaucoup. Il peut y avoir des approches, dépendamment de votre niveau de revenu récurrent, mais des approches basées sur les revenus sont très populaires, surtout avec
l'engouement qu'on voit pour les IPO, les premiers appels publics à l'épargne qu'on voit au Québec. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en phase pré-profit, donc sont toujours en stratégie d'acquisition de clients. Donc, c'est impossible d'appliquer une valorisation sur les profits. Donc, il existe des métriques sur les revenus. Ça reste toujours des règles du pouce. Moi, je conseille, à la base, il faut faire je pense un processus d'actualisation des flux monétaires revient ultimement, chaque entreprise doit pouvoir éventuellement générer des profits. Donc, tous les métriques qu'on entend sur des revenus pour des entreprises qui ne génèrent pas encore de profit, il faut que, ultimement, pour l'investisseur, ça se découle en profit et en rendement financier, ultimement. Fait que la bonne vieille méthode de l'actualisation des flux monétaires, je pense qu'elle a sa place dans tous les processus. Puis, dépendamment si vous êtes dans un secteur de forte consolidation, parfois les valorisations sont un petit peu plus simples. Si on a un acquéreur qui a acheté plusieurs de vos concurrents à un multiple X, mais il y a des bonnes chances que son offre pour votre entreprise soit dans les mêmes eaux que ce qu'il a fait dans ses acquisitions précédentes. Donc, bref, si je résume le processus transactionnel pour la vente d'entreprise, en fait, je séparais les deux premières colonnes peut-être plus dans l'aspect stratégie et planification de la mise en marché. Donc, avant d'aller au marché, il y a beaucoup de travail à faire. D'un, comprendre vraiment c'est quoi les objectifs des vendeurs, des actionnaires. On parle beaucoup de sell side dans un contexte de vente quand l'actionnaire veut passer à autre chose ou prendre sa retraite, mais ça peut aussi être un outil de croissance. On l'a vu avec l'allocation du capital. Parfois, il peut y avoir une décision qui est prise qui serait pertinente pour l'entreprise de se départir d'une division ou d'un actif qui est pas stratégique pour eux. Donc, il y a un processus de vente qui peut s'opérer là-dedans. Ou encore, en lien avec ce qu'Éric mentionnait, côté financement, si on essaie d'attirer peut-être un investisseur institutionnel pour peut-être passer à l'autre étape de croissance de l'entreprise, injecter du capital dans l'entreprise et ou permettre aux actionnaires de sécuriser une partie de leur patrimoine, mais il peut y avoir un processus qui vise un petit peu plus d'attirer, si on veut, un investisseur qui ne serait pas majoritaire dans l'entreprise, mais qui permettrait à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Donc, dans tous ces cas-là, d'avoir une bonne idée sur l'évaluation va être super utile dans la portion stratégie et planification et aussi pour toute la suite, parce qu'on passe à la deuxième étape, une fois qu'on a établi les objectifs de la direction, puis qu'on a toutes les approbations, qu'on est prêt, on dit, bon, on lance le processus, mais après ça, il faut se rendre prêt justement à attaquer le marché, puis ça passe par la documentation, ce qu'on appelle le CIM, le mémo d'information confidentielle, qui est un document marketing hyper important, qui, une fois qu'on va avoir retenu certains acquéreurs potentiels en leur partageant une information qui est plus sommaire, on va pouvoir leur partager une information qui est beaucoup plus détaillée. Puis dans ce document-là, c'est important de cibler les bons facteurs qui vont, d'un, intéresser l'acheteur, puis de deux, mettre de l'avant les points positifs de l'entreprise, puis pourquoi on pense qu'il y a une valeur, puis essayer de maximiser toujours avec l'objectif de maximiser la valeur pour les actionnaires. Donc, ça, c'est à l'époque, avant même d'aller au marché. Une fois qu'on a cette documentation-là, qu'on a commencé à documenter la salle de data room, excusez-moi le mot anglais, là, mais bref, la salle de documentation électronique, là, on est prêt à commencer à aller au marché puis à attirer, on va établir une liste d'acquéreurs potentiels qui va être bien entendu approuvée par les vendeurs. Puis on va cibler certains acquéreurs, dépendamment de la stratégie. Ça peut être une stratégie un peu plus large ou un peu plus restreinte. Les acquéreurs potentiels-là vont être contactés au moyen d'un teaser qu'on appelle, donc une documentation brève, une page ou deux qui n'identifie pas directement l'entreprise, mais qui donne les grandes lignes de l'opportunité d'investissement. Les acquéreurs intéressés vont être appelés à le signifier puis à signer une entente de confidentialité en vue, s'ils sont sélectionnés, d'obtenir l'information beaucoup plus détaillée pour l'entreprise. Donc, essentiellement, c'est ce qui se passe à l'étape lorsqu'on commence à adresser le marché, puis ces investisseurs potentiels-là vont être demandés, on va leur demander de signifier leur intérêt au moyen d'une expression d'intérêt. On l'a vu avec Fanny, c'est la même chose quand on est de l'autre côté, donc on va espérer recevoir une expression d'intérêt qui va établir les grandes lignes. Ça reste une offre qui est non contraignante, mais bref, ça permet d'établir le ballpark ou les grands termes, le term sheet finalement de la transaction, puis voir si on est prêt à aller à l'étape suivante avec ces acquéreurs potentiels-là. Puis, l'étape du due diligence, en fait, Fanny ou l'équivalent de Fanny va
va venir regarder nos chiffres quand on est côté vendeur. Donc, il y a beaucoup d'informations à préparer. Le rôle d'un conseiller financier, c'est de vous aider à naviguer là-dedans. Vous allez être déjà préparé avec des documents, si on veut, standards, qu'on s'attend à ce qui soit demandé par l'acquéreur. Donc, il va vous rester peut-être à répondre à des questions plus spécifiques, puis à fournir de l'information qui n'a pas été prévue au départ. Mais bref, c'est un processus qui est important pour l'acquéreur. Puis là, ça va être l'objectif de préciser l'offre. Donc, d'arriver avec une lettre d'intention qui est plus précise, qui va émettre les grandes lignes qui, elles, vont se retrouver à l'étape du SPA. Puis parfois même, on peut partager un SPA projet, un contrat d'achat d'action projet à cette étape-là pour permettre aux acquéreurs potentiels de commenter déjà comment eux voient le contrat final d'achat d'action. Ça peut être très utile à cette étape-là. Dépendamment de l'ampleur de la vente aussi, chaque stratégie va être revue. Ce que vous avez là, c'est les grandes lignes, mais chaque stratégie va être revue par votre conseiller financier. On va s'assurer de collaborer avec votre conseiller légal également. Vos auditeurs vont être impliqués. Il y a une portion de fiscalité probablement qui va être de mise, ne serait-ce que pour maximiser l'exonération en capital. Des fois, il y a des structures préalables à considérer d'un côté fiscal. Donc, tout ça, notre rôle est un peu de vous aider à naviguer dans tout ça, puis d'adresser le marché, donc d'établir des discussions avec les acquéreurs potentiels, toujours dans l'optique de maximiser votre prix de vente, puis la certitude d'une transaction, c'est aussi bien important. Donc, la dernière étape, c'est une fois qu'on a sélectionné un ou des acheteurs pour aller à l'étape suivante où l'on va négocier un petit peu plus en profondeur. Puis, en fait, on va commencer à rédiger le SPA, l'adresser, l'ajuster finalement pour en venir à une entente qui serait finale. Donc, grosso modo, là-dedans, on pourra en breakout room répondre peut-être à des questions un petit peu plus spécifiques. Si Éric, Justin ou Martin a des précisions à apporter, je pense qu'on a un petit peu de temps avant de passer à l'étape des breakout rooms, mais je pense que ça fait le tour du processus en général. Vous pouvez toujours y référer. Oui, moi, j'ajouterais juste un peu, comme vous voyez là, dans le processus de vente, c'est un processus qui est super long, il est compliqué, il y a beaucoup d'étapes. C'est sûr que ça, c'est un processus où on va aller maximiser la valeur des entreprises. Des fois, on voit des entrepreneurs qui décident d'aller avec quelqu'un qui les a approchés rapidement, puis dire « Ah, il veut me l'acheter, je ne veux pas me trop compliquer la vie. Ils vont peut-être ils vont skipper le marketing, puis les management presentations, nécessairement, la formalité de ce processus-là. Mais le processus qui est ici, puis c'est là, Sébastien l'a présenté d'une façon très sommaire. C'est un long, il est détaillé, on prend chaque décision qu'on prend et dans le but de maximiser la valeur de l'entreprise. Il est là pour les gens qui veulent aller chercher la plus-valeur pour l'entreprise, qui ont pris plusieurs années à construire. Donc, nous, les entrepreneurs qui viennent avec nous, c'est, premièrement, ils ont besoin de l'aide. C'est un processus qui prend énormément de temps à faire. Ça nécessite beaucoup de jus du management. Déjà, quand on a un aviseur avec eux, imaginez-vous un processus comme ça que vous devez faire tout seul avec votre CFO qui est déjà en train de gérer la business. Donc, c'est vraiment un processus il a été perfectionné au fur des années, puis c'est quelque chose qu'on a pu voir qui apporte beaucoup de valeur. Donc, c'est sûr que durant le cours de votre carrière, de votre entreprise, vous allez peut-être recevoir des offres, des choses et potentiellement vous êtes intéressé d'y prendre. Mais nous, on recommande toujours aux entrepreneurs qui viennent de nous voir de faire un processus parce que le processus vous aide à aller chercher la valeur et surtout aussi va apporter une sécurité de clôture plus haut. Parce que souvent, quand les gens viennent vous voir, je vais vous acheter, puis là, ils vous essayent, ils vous demandent une couple d'informations. Puis après ça, OK, laissez faire. Puis ils ont tout vu, puis ils ne vont pas clôturer avec vous. Donc, c'est vraiment maximisation de valeur et aussi certitude de clôture là, que ce processus-là apporte aux compagnies qui décident de l'entreprendre avec un aviseur. Un bon point, Éric. Des bonnes précisions. En fait, l'idée là-dedans, c'est que vous ne vendrez probablement pas votre entreprise, à part certains d'entre vous, vous ne vendrez pas une entreprise plusieurs fois dans une carrière. Donc, c'est important de prendre ce processus-là au sérieux. Puis, on est là pour vous aider avec ça. Puis, surtout pas pas sous-estimer le fardeau émotionnel de vendre sa business. Là, on l'a vu, c'est un processus qui
qui est difficile pour certains. Donc, là, c'est sûr qu'avec travailler avec quelqu'un qui vous épaule et qui vous aide tout au long, ça ajoute cette valeur-là aussi. Oui, le facteur émotionnel est important, en particulier quand il y a plusieurs actionnaires au sein d'une même entreprise. Puis ça ajoute un peu d'importance à l'exercice d'évaluation au départ. Parfois, les parties peuvent ne pas... En fait, quand je dis les parties, les divers actionnaires peuvent pas nécessairement être alignés sur leur idée de la valeur, qu'elle soit fondée ou non de l'entreprise, mais d'avoir une opinion externe sur qu'est-ce qu'elle pourrait valoir. C'est sûr que ce n'est pas une évaluation qui est partagée avec un acquéreur. Par contre, ça vous aide à apprécier les offres que vous allez recevoir. Puis, justement, peut-être faire le pont entre des divergences d'opinion qu'il pourrait y avoir entre deux vendeurs d'une même entreprise. Ça peut être très utile. Si vous voyez dans le tableau, le premier point en haut à gauche, c'est de développer une compréhension, puis le mot clair est là. C'est super important que tout le monde est en ligne avant que vous rentrez dans le processus, que le processus, s'il y a quelque chose qui ne va pas, le processus, ça va sortir durant le processus. Donc, c'est bon, c'est très important, c'est vrai que tout le monde est en ligne. Ça, c'est, Sébastien, un excellent point. Très important. J'aurais peut-être une petite question. Ça a été abordé par un des présentateurs. Lorsqu'on parle d'une vente partielle, d'une portion de ses actions pour X, Y raison, le même processus? Il peut y avoir un processus formel, tout dépendamment de la situation, mais on le voit parfois avec un processus quasiment aussi détaillé pour aller chercher un investisseur institutionnel qui ne serait pas majoritaire. C'est un peu moins, le fardeau est un peu moins lourd pour un investisseur minoritaire, parce qu'il vient pour prendre le contrôle, il va chercher une partie plus petite de votre business. Et il n'y a aussi pas comme des centaines de joueurs minoritaires, on les connaît, le processus est normalement plus restreint. On va voir à peu près entre 5 et 10 joueurs. Surtout au Québec, on a un peu choyé, on a beaucoup de joueurs minoritaires qui sont quand même très pertinents dans le marché. Là. On parle de FTQ, la CAS, TQ, Fonds d'action. C'est tous des joueurs qu'on voit souvent. Puis la solution, elle est souvent là. Ça dépend aussi la situation de l'entrepreneur. S'il veut un joueur plus passif dans le minoritaire, qui est souvent souhaité parce que sa vision, il ne veut pas se faire nécessairement mener par un joueur minoritaire, mais des fois, il y a des entrepreneurs qui cherchent quelqu'un qui va leur épauler avec ça. Aller chercher un joueur stratégique en minoritaire, ça peut aider, mais ça complexifie les choses parce que là, la stratégique veut des fois des compétiteurs potentiels. Donc, c'est plus délicat de ce côté-là. Oui. Donc, si je comprends bien, merci beaucoup pour cette merveilleuse présentation, très, très claire. Donc, pour ceux qui sont intéressés à acquérir ou à vendre leur entreprise, en tout ou en partie, beaucoup de travail devant vous, d'où l'intérêt de parler à des spécialistes. Mon collègue Niaï va ouvrir les breakout rooms. Donc, messieurs, mesdames, participants et présentateurs, présentatrices, vous pouvez sélectionner le breakout room qui soit vous est destiné ou qui représente le plus vos intérêts. Encore une fois, je vous incite fortement, naturellement, à répondre à mon petit questionnaire. C'est un vrai 3 questions qui prend 2 minutes. Ce n'est pas un appel téléphonique de télémarketing, donc c'est important pour nous. Et lorsque ce sera terminé dans les breakout rooms, il ne sera pas nécessaire de revenir dans la salle générale. Donc, j'en profite encore une fois pour remercier l'équipe de E&Y pour cette présentation et je suis certain que sans vouloir vous faire du pro bono, naturellement, j'invite les participants qui auront des questions supplémentaires via LinkedIn à peut-être communiquer directement avec vous et aussi, avec un peu de chance, peut-être vous voir dans un de nos prochains webinaires. Donc, merci encore une fois et on se rejoint dans les salles de discussion individuelle.